Vous écoutez La Perche est à la plage, le format estival de La Perche est dans le cadre où on vous parle de nos films chouchous, fétiches, préférés qui se passent en été ou simplement qu'on a envie de revoir pendant les vacances d'été. Cette fois-ci, on va donc vous parler du choix de Yuri qui est... Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Grrr. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. Alors Yuri, est-ce que tu veux nous parler peut-être d'abord de comment tu as découvert ce film et de pourquoi tu voulais nous en parler ? En fait, déjà parce que c'était un peu le film évident que personne n'a cité, donc je me suis dit allons-y. Voilà, c'est un film d'été par excellence puisque c'est le premier blockbuster d'été, enfin d'un point de vue historique. Le film qui a un peu créé ce concept même de gros divertissement estival où les gens vont manger du popcorn dans des salles. Moi, c'est un film que j'ai Et le film a 50 ans là. Et le film a 50 ans cette année, donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles. Et je l'ai pas vu. Ouais, on en parlait. Non, je l'adore. J'adore ce film. J'adore sa version 3D. Je disais pourquoi. Oui, comment j'ai découvert. Moi, je l'ai pas vu pendant assez longtemps. C'est un film que j'ai découvert en fait assez tard. Vers 18-19 ans et c'est un film que j'ai beaucoup fantasmé. En fait c'est un film qui était du genre à dire voilà les dents de la mer, le requin, on le voit jamais, il fait super peur, la musique de John Williams, et en fait tout un tas de scènes qui ont été parodié dans énormément de films où en fait c'est le genre de film qui est tellement précédé par un aura extrêmement massif comme Titanic. Il y a un mythe autour du film que moi c'est un film que j'ai repoussé pendant très longtemps en disant en fait j'avais le sentiment de l'avoir déjà vu sans le voir et deux en fait j'avais vraiment l'impression qu'il allait rien m'apporter de nouveau entre guillemets que je n'aurais déjà vu ailleurs en étant un peu intéressé par le cinéma. Et je l'ai vu en fait en salle quand j'ai fait une année d'échange universitaire à l'étranger et où il y avait un cinéma qui passait en fait tout un tas de films et il faisait en fait très très chaud, c'était en fin août et le premier film qui passait c'était Les Dents de la Mer. Incroyable contexte. Incroyable contexte et par ailleurs pour voir ce film. Ouais. Et par ailleurs contexte encore plus rigolo, c'était dans une région qui était pas loin du tout de là où se passe le film. Donc, sur la East Coast. Donc il y avait plein de choses qui d'un coup commençaient à cliquer en disant tiens c'est marrant. Voilà. Et donc je découvre le film et en effet là aussi c'est un peu le truc où tu te sens un peu con après coup d'avoir été un peu trop snob et te dire mais en fait ce truc est une évidence de génie absolu et de film qui coche tellement de cases, où tu sens qu'il pose tellement de jalons, où tu sens qu'en fait chaque choix est en fait un choix qui va rester, que voilà, moi c'est un film qui est à la fois une leçon de mise en scène de cinéma et en même temps un pur divertissement popcorn premier degré avec une sorte de joie de voir un film qui bricole, qui essaie de se démerder quand on sait le bordel que ça a été et qui en fait réussit quand même à s'en sortir haut la main. Et donc on est effectivement avec Yuri et aussi avec Félix et avec Manon. Félix, est-ce que toi aussi tu as découvert ce film dans un contexte incroyable ? Déjà, Alors, est-ce que tu aimes C'est un film que tu aimes déjà ? Ouais, j'adore Les Dents de la Mer. En fait, j'ai découvert la première partie. En fait, pardon, je viens de rendre compte que pour les gens qui ne l'auraient pas vu, on n'a pas dit de quoi parlait le film. Oui, c'est vrai. Et ça fait partie comme... Non, mais en fait, c'est assez symptomatique de ce qu'on disait. C'est un requin, mais c'est pas forcément ce qui s'y passe. Est-ce que tu veux nous pitcher, Félix ? Dans mes souvenirs, c'est une petite ville côtière qui se fait attaquer par un requin. Et du coup, il y a le maire de la ville. Enfin, il y a une espèce de combat entre... C'est pas le shérif de la ville, c'est le maire de la ville qui refuse de la de fermer les plages. Et du coup, le héros, c'est le flic. C'est Roy Scheider. Il est flic, ok. Je savais plus s'il était flic ou shérif. Lui, pour le coup, il sent bien le danger. Il veut absolument, fermer les plages. Et il y a évidemment tout un espèce de sous-texte politique, un enjeu politique autour de tout ça. Et après, ils vont partir à la chasse aux requins. À la fin, voilà. Suivant. Et donc du coup, moi, j'ai découvert du coup la première partie de ce film, genre la première heure, je dirais, parce que pour la petite anecdote, j'ai fait du baseball dans ma vie. Voilà. Et en fait, je sais plus. J'adore cette série parce qu'on apprend plein de choses sur les gens. J'avais genre 11 ou 12 ans, un truc comme ça. Je faisais un stage estival de baseball et à une espèce de pause déj. Je sais plus pourquoi, ils voulaient mater un film.
Et ils ont lancé du coup Les Dents de la Mer, sachant que j'étais entouré d'anglais parce qu'évidemment il y a que moi petit. Mais t'étais où? Non, c'était en France. Il y a que moi à Paris qui veut faire du baseball, sinon c'est que des enfants américains ou anglais. Et donc du coup le film était 100% en anglais, il n'y avait même pas les sous-titres. Moi à l'époque je parlais pas anglais, donc je comprenais pas grand-chose à l'histoire. Néanmoins, ce qui est assez fou, c'est que Spielberg est un réalisateur tellement visuel que tu suis quand même la narration et tu suis complètement. Tu comprends pas ce que se disent les personnages, mais tu comprends très très bien les dynamiques de pouvoir, etc., etc. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait on l'avait vu dans une espèce de salle complètement ouverte avec plein de baies vitrées, donc je voyais rien à l'écran, enfin c'était quasiment un écran noir, et pourtant le film a quand même réussi à me terrifier par moments, et c'est un des films d'ailleurs qui a participé à ma thalassophobie, si je reboucle sur une carte blanche que j'avais fait. Donc voilà, j'avais découvert une première moitié de film, et comme il avait fait vraiment peur, j'avais mis beaucoup de temps à le revoir, et j'ai dû le revoir vers 15-16 ans, vraiment dans des bonnes conditions, et pareil, j'avais pris une espèce de claque énorme sur l'inventivité de Spielberg. Voilà. Et Manon ? Et ben moi, un peu comme ce que disait Yuri, j'avais l'impression de connaître ce film. Je savais qu'il fallait que je le voie, je l'avais jamais vu, mais avec une petite flemme en me disant en fait, je pense que je l'ai vu, que je l'ai quasiment vu de ci de là tellement on en parle et tellement voilà. Et je l'ai regardé il y a 3 jours. Alors je l'ai regardé dans des très mauvaises conditions sur mon petit écran d'ordi. J'ai même pas lancé le vidéoprojecteur, donc tout ça a été nul. Mais j'ai adoré, enfin vraiment et j'étais hyper surprise. Tu l'avais jamais vu? Non, je l'avais jamais vu. Ah ok. En fait Manon passe on enregistre que des découvertes. Ah mais j'ai passé une super semaine de cinéma grâce à vous. Et toi, Alors toi qui ne l'as jamais vu, qu'est-ce que tu en as pensé là du en fait je me rends compte justement que on ne sait pas du tout de ce film, parce que moi, dans ma tête, c'était justement ce requin, on ne le voit jamais. Et il est toujours... tout passe par la musique. Ouais. Voilà, suggéré via la musique, où c'est toujours la même. Ce qui est en effet un mythe et un cliché, parce que c'est pas vraiment vrai. Et c'est même complètement faux. Enfin, c'est-à-dire que le requin, la moitié... Enfin, toute la deuxième partie où ils sont à la chasse au requin, mais on le voit, mais c'est incroyable de se dire qu'ils ont réussi à faire ça. Enfin, c'est pour être précis, on voit une moitié de requin, parce que l'autre moitié fonctionnait pas, je crois. Mais, mais en tout cas, je veux dire, ils lésinent pas sur... ils sont hyper généreux sur ça. Et moi, j'ai pris un pied de fou, quoi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment trop divertissant et vraiment trop cool. Et c'était une super surprise dans ce sens-là, quoi. Parce que je me suis dit, bon, ça va pas être... Mais en effet, c'est une espèce de film d'été total, parce qu'en effet, ça se passe l'été. Il y a un côté où de fantasme de ces plages surbondées. Enfin, t'imagines voilà. Bah en fait, je trouve ça assez dingue parce que, pareil, moi... Et toi, tu l'as découvert quand? L'année dernière, à 24 ans. Je l'ai vu parce qu'en fait, moi, je vois pas les films d'horreur de manière générale, et dans ma tête, c'était beaucoup plus horreur que ce que c'est né. En fait, j'ai attendu pendant très longtemps, et je l'ai vu. J'ai dit que j'allais le voir que s'il passait au cinéma, comme ça, j'ai pas le droit de mettre pause. Ah ouais. Et je vais vraiment en mode prise d'otage. Je l'ai vu à 22h au cinéma des écoles à Paris. Pareil, canicule, donc très bonnes conditions, mais je me suis mise sur le côté en mode si c'est vraiment horrible, je pars. Et en fait, j'ai adoré, et notamment pour ce que tu es en train de dire, Yuri, c'est que maintenant c'est un film que je vais revoir tous les étés, parce que, et étant une personne qui a quand même un peu ce fantasme des Hamptons, Cape Cod, toute la côte est américaine en vacances, où en fait c'est les seuls gens riches à peu près de gauche de ce pays, et tout a l'air trop mignon, et il y a le glacier de la ville, le café de la ville, ça a l'air très doux, et comme la Normandie, mais les gens sont gentils, et vraiment du coup quand je vois le film j'ai envie de revoir, et je m'arrête souvent, enfin depuis l'année dernière je l'ai revu 3 fois, mais à chaque fois je m'arrête à la moitié, ouais. Mais même pas, enfin je vois l'intro et tout, et je vois quand il y a le petit bateau, les petits trucs, et puis au bout d'un moment, et puis scrunch. Et quand ils partent sur le bateau, je m'arrête, quoi, parce que le bateau, ça devient très violent et très. Bon, la mise en scène est merveilleuse, c'est Spielberg. C'est ça, c'est un film quand même qui est incroyable par ce qu'il propose en termes de mise en scène. En effet, là, toute l'idée, le requin reste quand même beaucoup suggéré dans le sens où on en parle beaucoup plus qu'on ne le voit pendant toute une partie du film. Je suis d'accord avec toi. Dans la deuxième partie, ça change un peu, mais il y a du sang quand même. Il y a du sang, mais oui, mais en fait, il y a du sang, il y a des trucs, mais assez peu vraiment de requin. Et effectivement, quand ils sont à la chasse, on le voit un peu plus. Et du coup, et ce que tu disais hyper intéressant, Félix, sur l'aspect visuel de la mise en scène, c'est qu'il va justement faire exister tout ce petit monde. Ouais, c'est très solaire, alors qu'en fait, c'est un film d'action, d'horreur, assez violent sur ce qu'il dit des rapports justement de pouvoir. Capitalisme. C'est un film sur le capitalisme dans ces petites villes. Voilà, sur le fait sur cette Cassandre en fait qui dit mais attention, le danger va arriver et personne l'écoute. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans ce petit microcosme et qui sont encore hyper d'actualité, je trouve, dans la relation entre les personnages. Et moi, j'ai adoré aussi le fait qu'on rentre dans le vif du sujet direct. C'est-à-dire que la première scène, quasiment, c'est une meuf. Alors, on voit pas le requin, mais c'est une meuf qui se fait bouffer. Et je la trouve géniale, cette scène. Enfin,
Enfin, elle est vraiment tellement efficace, je trouve, en introduction. En plus, c'est deux ados qui veulent aller coucher ensemble. Et il y en a un qui s'endort sur la plage, elle se fait bouffer alors qu'il pionce, quoi. On est de nuit aussi, ce qui est assez rare. Pourtant, on voit, surprenant, mais non, mais je trouve ça fou par rapport quand je vois ce genre de film, je me dis que je deviens Laurent et je dis que c'est pas si compliqué en fait parce que de faire du cinéma. Pendant le tournage, j'avais genre 26 ans. Enfin, c'est débile qu'il ait pu faire ça. Ça a été un tournage hyper éprouvant. Ils ont tourné vraiment dans l'eau, ce qui est la pire chose visiblement quand tu veux faire un film. Et en fait, quand on regarde le résultat final, qui est donc moi je l'ai vu à la fin j'arrive à la fin de la filmographie de Spielberg là, après un projet où pendant 3 ans je me suis consacrée à ça, j'ai l'impression, et c'est un des derniers que j'ai vu. Et en fait, à l'aune de Fabelmans notamment, mais aussi de tous les autres, c'est encore une fois un film sur les parents, le divorce, le rapport aux enfants, et là il est très jeune, et en fait on sent tout de suite qu'il est encore plus immature sur ce que ça peut être, et je trouve ça trop beau en fait, genre les rapports entre ce couple avec le flic qui est en mode va bien falloir que quelqu'un s'y colle vu que personne n'a l'air d'avoir vraiment pris la menace au sérieux, et sa femme qui est en mode d'accord, mais avant tous les autres enfants il y a nos enfants, peut-être ne les oublions pas, et c'est subtil, mais c'est beaucoup plus subtil que dans d'autres de ces films où vraiment là genre E.T. qui est entièrement sur cet univers là, mais là il y a quand même, quand t'as vu tous les autres, je trouve, en vrai, pour moi, c'est comme Titanic, c'est des films que même si on a attendu 20 ans pour les voir, et même si on a toute la pop culture qui est passée par là, et toutes les parodies, tu le vois, t'es en mode, bah oui, forcément, il y avait une raison, en fait, que toutes ces parodies existent, c'est un putain de film, et c'est pas, autant Titanic, pendant longtemps, moi, je croyais que c'était un film pour les meufs, avec tout ce que ça a de misogynie derrière. Pour moi, Jaws, c'était un film d'horreur... un peu bof, mais juste qui avait émoustillé dans les années 70, et en fait non. C'est comme ça qu'il a été beaucoup reçu aussi, c'est-à-dire que c'est aussi un film qui a évidemment propulsé Spielberg au rang de superstar absolu, parce que le film était, je crois, le plus gros succès de l'histoire du cinéma au moment où il est sorti, mais qui lui a valu, et si vous avez l'occasion de réécouter sur internet les critiques du Masque et la Plume qui sortent assez régulièrement, il y a un mec qui sort des archives de ce truc là, et en fait le mépris avec lequel c'est traité sur le fait de à chaque fois, en fait, non, mais surtout que ne pas comprendre qu'il est l'héritier direct de tout un tas de cinéastes considérés comme des grands maîtres, alors que parce qu'en fait il a assimilé leur technique et leur grammaire mieux que en fait beaucoup de gens de ses contemporains, et il y a une raison pour laquelle Spielberg est Spielberg, et la métonymie du cinéma, voilà, et du coup tu te retrouves avec un film, je trouve, d'une maîtrise formelle incroyable pour un mec de son âge, ça on est bien d'accord, et mais en même temps voilà, de voir que ce mépris, parce que c'est un film d'été, parce que c'est un film entre guillemets popcorn, et parce qu'en effet là un film de genre donc qui en effet va jouer sur un film de monstre, en fait c'est un film qui n'a rien à envier aux productions d'Hitchcock des années 50-60. Enfin, c'est-à-dire que ça part du même principe, ça utilise les mêmes procédés avec justement une forme de maîtrise formelle et d'économie de moyens parfois aussi, qui est extraordinaire, et qui en effet, moi, qui rajoute en fait au plaisir que j'ai à voir le film, au-delà du fait que c'est un film qui est hyper prenant, hyper excitant, machin. Moi, il y a un plaisir purement formel quand je vois le film. Je me dis, en fait, putain, qu'est-ce que c'est bien foutu, quoi. C'est du bricolage, quoi. Puis je trouve ça, c'est vraiment du bricolage, quoi. C'est du bricolage très réussi. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est ce que je suis presque contente d'avoir autant attendu pour d'avoir autant attendu pour le voir, parce que je trouve que, comme tu disais, Rita, c'est la meilleure sensation quand un film, t'as l'impression de le connaître, et tu te dis bon, je vais le voir, mais histoire de checker, cocher une case, et en fait tu le vois et tu dis bah oui, c'est une évidence absolue, c'est génial, et tout le monde a raison de dire que c'est génial, et ça c'est, je trouve vraiment, quand c'est... Mais c'est un des plaisirs du cinéma, en fait. C'est un des plaisirs du cinéma, parce que c'est horrible quand tu regardes un truc qui est dans les canons du cinéma et que t'es en mode moi ça me fait rien, ou alors au contraire pire, ça m'énerve. Mais il y a tellement de films comme ça c'est ça. Mais en fait quand en plus le cinéma devient un truc, pour nous en tout cas, un truc prédominant où on voit beaucoup de films et souvent des trucs vraiment pas très intéressants, pour moi Jaws c'est vraiment un moment où je suis sortie de la salle, j'étais là bah putain, en fait voilà pourquoi de base je m'étais mise à en regarder autant, c'est parce que c'était vraiment trop fun et trop bien. C'est un film qui te donne envie de regarder des films, qui te donne envie d'en faire. Tous les étés je cherche ce genre de choses, en fait je cherche, pour moi, et là en fait moi j'adore la saison de l'été au cinéma, il fait chaud, il y a la clim au ciné, tout le monde c'est le moment où tout le monde y va, c'est le moment où les gens sont contents et qui se comportent à peu près correctement en salle, à peu près, et en fait tu vois, s'il y avait un Jaws maintenant, bah ça serait génial. Et même l'été dernier, donc l'été 2024, il y avait Twisters qui était aussi produit par Spielberg. C'est pas un film dingo, qui est la suite de Twister. C'est pas un film dingo, mais en fait c'était tellement fun et popcorn et moment en salle pour moi que j'étais juste contente de ce genre de moment, quoi. Il y a eu un Jaws récemment, mais ah oui, alors
comment ça s'appelle l'année du requin des frères Boucardin. Ça ne s'appelle pas, ça n'existe pas. Et c'est là, et quand tu. Oui, c'est une espèce de remake / parodie. Et oui, c'est un remake parodie. Le fait que le film ait le cul entre deux chaises est le problème du film parce que tu sais pas ce qu'il veut faire. Ouais. Oui, c'est complètement raté. Et puis le problème du film, de ce film-là, c'est le requin, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on le voit 2 secondes et demie dans le film, il est trop mal fait. Bon, ils ont pas le budget de Spielberg, j'imagine, mais vraiment. Et c'est du coup, quand t'as vu d'abord cette espèce de parodie remake, et qu'ensuite tu vois Les Dents de la Mer, t'es là. Mais... Après, je pense qu'ils ont pas aussi. Enfin, j'ai pas envie de clasher les Boukarma parce que ils qu'on les aime bien par ailleurs. Des trucs super par ailleurs, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont peut-être pas forcément l'ingénuité de Spielberg. Enfin, je sais que typiquement dans le côté bricolage, toutes les je crois, hein, si je dis pas de bêtises, que tous les points de vue subjectifs en fait du requin ont été rajoutés après coup parce que le film fonctionnait pas complètement et que notamment cette espèce de grande marionnette, enfin c'est pas une marionnette, c'est un animatronique qui fonctionnait pas complètement. Et du coup, je crois que Spielberg a retourné en fait tous ses plans dans la piscine de sa monteuse. Oui. Ah oui, et même les plans, les plans subjectifs et les plans avec la cage aussi. Ouais. Il y a des plans de cage qui ont été refaits. Enfin, je crois. C'est quand même, enfin, pour le coup, vraiment, on est sur du bricolage avec. Et pour la petite histoire, le tournage était tellement compliqué, tellement infernal et globalement que Spielberg, par superstition, je sais pas. En tout cas, la légende dit que lui dit que c'est vrai, mais avec Spielberg, c'est toujours difficile de détacher la légende de la vraie histoire. En tout cas, la légende dit que il ne se serait pas pointé le dernier jour de tournage en disant, en fait, si je viens, en fait, ils vont me tuer. C'est-à-dire que vraiment, en fait, genre, le film a pris tellement de retard, c'était tellement de bordel. Tout le monde globalement était là, mais il fait n'importe quoi. Personne ne voyait vraiment où ça allait. Et donc, le dernier jour de tournage, il dit, en fait, je viens pas. Et du coup, il y a son assistant réel, j'imagine, qui a terminé le film. Le film a été un tel carton que depuis, Spielberg, par superstition, ne vient plus les derniers jours de tournage sur l'intégralité de ses films. Je trouve que c'est à la fois assez rigolo et assez charmant pour être soulevé. Donc voilà, c'est un... Mais c'est en effet, pour revenir aussi sur la notion de blockbuster estival, moi c'est un film que j'ai envie de voir tous les étés, mais parce que j'ai envie de voir ça au cinéma tout l'été. C'est-à-dire qu'il y a un truc où, en fait, pour le cinéma et dans la production hollywoodienne contemporaine, dont on déplore le niveau assez régulièrement au micro de ce podcast, il manque, je trouve ça, ce côté, cette alliance entre un talent de savoir-faire, de savoir-faire pur, vraiment technique, mécanique, de mise en scène, de connaissance de ce qu'est le cinéma et de volonté de vraiment juste emmener les gens avec toi et de leur dire, voilà, pendant 2 heures, ça va déboîter, ça va être incroyable. En fait, cet enthousiasme-là, cette joie qu'il a de faire le film, tu le sens qu'il est complètement surex quand il fabrique ça. En fait, ce truc très « viens, je t'emmène et on va s'amuser », c'est en effet un truc que je trouve qui manque terriblement au blockbuster contemporain. Ça serait quoi le dernier qui remplit un peu cette fiche pour ça toi sort bientôt et ça s'appelle Dangerous Animal. Bon, bientôt ou c'est déjà sorti parce qu'on ne sait pas quand on dit c'est vrai, ce truc. Tout à fait. Peut-être d'ailleurs on va le sortir le jour de Dangerous Animal, comme ça on dit aux gens d'aller voir ça. C'est pas qui fait que les gens ils vomissent pendant la séance et tout. Non, ça c'est Alpha Julia Ducournau. Je sais pas. Parce que vous avez vu à Cannes. C'est plus énervé que Jaws. Un petit peu, oui, bien sûr. Mais en vrai de vrai, bon, c'est pas du niveau de Jaws, évidemment, mais je trouve qu'il y a un peu ce côté-là, ludique, et qui remplit complètement son côté très popcorn et vrai plaisir à partager en salle, quoi. Mais pour revenir, du coup, sur Les Dents de la Mer, en fait, on parle de blockbuster, effectivement, mais il y a un truc, moi, qui m'a toujours marqué et frappé, c'est que du coup, l'acteur, donc Roy Scheider, qui joue Martin Brody, en fait, il correspond pas du tout aux clichés des héros d'action du cinéma 70 et 80. Tu vois, il y a vraiment un truc c'est un peu un cassos en vrai, tu vois, genre il est pas très beau et en même temps il a un charisme. Comment ça, pas très beau? Dis donc, hein. Je veux dire il a des problèmes de famille de ouf. C'est pas Schwarzenegger, c'est pas Bruce Willis. Enfin, tu vois, genre il est pas du tout dans cette espèce de logique là et je pense que c'est ça aussi qui le rend aussi touchant et c'est pas le shérif justement, il a c'est pas le leading man des années 50-60. Enfin, au début on sait pas si c'est lui le personnage principal. Et je trouve que c'est déjà quand tu commences le film, moi je savais que c'était Roy Scheider donc je l'attendais, mais quand il était là j'étais là, est-ce que finalement c'est pas un autre personnage le personnage principal? Il y a un peu un trio de personnages d'ailleurs sur le bateau, mais la première partie du film c'est quand même lui. Par ailleurs, si vous l'aimez bien, voyez All That Jazz de Bob Fosse, et je vais continuer ma tradition de mentionner cette personne à tous les épisodes de podcast qu'on fait. Et Sorcerer de William Friedkin, parce que pourquoi pas, on cite tous les films avec Roger. Il a une belle carrière quand même le gars. Ah de ouf. Une belle carrière et pourtant des films qui n'ont pas tous marché. Donc Et il est dans L'Attentat, un film sur l'affaire Ben Barka, dans un film français, je l'ai vu récemment, où il joue en anglais mais on l'a doublé en français, aucun effort. Vraiment, tu vois sa bouche en anglais. Et est-ce que le film t'a fait peur, toi Yuri, quand tu l'as vu? Moi, il m'a fait sursauter plusieurs fois quand même. C'est-à-dire que c'est un film qui réussit. Alors peur, j'ai pas ressenti ce truc de peur diffuse du requin quand est-ce qu'il va arriver, parce que
En fait, c'est difficile, je trouve, de revoir l'original après avoir vu tellement de films de requins qui sont tous plus médiocres les uns que les autres. Mais en fait, donc, comme tu sais que le requin va arriver, bon, mais il y a quand même 2-3 moments, notamment quand il va, je crois, dans le bateau et qu'il a la tête du gars là qui fait comme ça, machin, une espèce de jump scare assez folle. Et puis en fait, non, il y a quand même un truc de tension dans cette scène du bateau où tu sais pas vraiment s'ils vont y arriver ou pas, parce qu'il y a aussi ça qui est assez brillant dans l'écriture, dans la mise en scène du film, c'est que la menace du requin, elle est vraiment énervée, quoi. C'est-à-dire que tu la sens, elle est palpable, elle est là. Même tout le subplot qu'il y a autour d'histoires secondaires, d'intrigues secondaires qu'il y a autour du fait d'avoir chopé le mauvais requin, etc., etc. Donc tu dis, mais en fait, non, le requin qu'ils ont chopé, il est déjà très, très énervé. Ouais. C'est pas le bon. Il y en a un deuxième, il est plus énervé. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un système de gradation comme ça qui, toi, inconsciemment, te fait comprendre que waouh, en fait, ils vont peut-être pas s'en sortir, ils vont peut-être perdre des. Et après ça, t'as pas besoin de tant de jumpscare justement pour avoir peur. Parce que ça repose pas là-dessus. Exactement. Et du coup, en fait, pour répondre à la question, c'est pas forcément de la peur, mais c'est une espèce d'appréciation de OK, la menace qu'ils ont en face. Un peu diffuse. Elle est énervée. Et du coup, quand ils sont sur le bateau, j'ai peur pour eux à chaque seconde. Parce que même si le requin est en plastique et qu'il fait et bah, tu sais que la menace, elle est là, qu'elle est réelle et que le film te l'a brillamment montré. Moi, j'avais vachement peur pour la même chose, qui est que quand c'était sur la plage, je me disais, bon, il y a des gens qui vont mourir, mais ça me fait pas peur physiquement. Par contre, une fois que j'ai compris que le requin, il pouvait presque monter sur le bateau, en fait, c'est le moment où tu te dis, bah, à quoi ça sert qu'il soit sur un bateau. Enfin, pour moi, tous les films qui se passent dans l'eau, tant que les gens sont sur des bateaux et qu'il n'y a pas de tempête, je suis là, bah, c'est sur un bateau, il n'y a pas de souci. Mais là, quand j'ai vu le requin qui vraiment nique sa mère au bateau, en fait, il devrait faire ça, le requin. Il le rentre sur le haut, il fait nique sa mère. Et juste qu'il arrive à plonger alors qu'ils lui ont mis je ne sais pas combien de harpons dans l'eau. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'il faisait d'ailleurs. Ouais, c'est pas hyper clair, mais après quand il dit genre c'est pas normal qu'il arrive à plonger avec le truc qu'il a sur le dos, t'es là genre ah ouais putain ça doit être un truc. On n'a peut-être pas assez fait de bateau dans notre vie. Ouais. De chasse à requins. Et toi Yuri du coup qui touche aussi un peu à la composition de film, évidemment la musique est extrêmement célèbre dans la mer. À quel point cette composition du coup de John Williams et du coup ce qu'on peut appeler du Mickey Mousing, donc du coup c'est quand il y a une espèce de motif rythmique ou musical qui suggère du coup la présence de quelqu'un, t'as potentiellement toi influencé aussi dans ce parcours-là ou en fait c'est vraiment tellement un cliché que tu te dis bon ok. Après moi je trouve que c'est une des idées reçues aussi qu'il y a autour de ce film, c'est que le thème il y a 2 notes. C'est pas vrai, il y en a un peu plus que ça. Et c'est juste qu'en effet l'introduction du thème il y a 2 notes, mais en réalité tout le thème se déploie de manière beaucoup plus complexe parce que John Williams ne peut pas s'en empêcher et que par ailleurs c'est un super compositeur de musique de film. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas il y a quelque chose de moi c'est pas une BO que j'adore forcément parce que justement je pense qu'elle aurait bénéficié d'un peu plus de minimalisme et de radicalité, mais voilà. C'est parce que j'ai aussi un peu plus de mal avec tout l'aspect un peu plus romantique de la musique de John Williams, où tu sens que ses références reprennent le dessus parfois, et que justement je trouve la musique est la plus efficace dans le film quand elle s'en tient vraiment juste au minimum, à la suggestion et au petit voilà, juste à ces quelques notes. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails du comment, du pourquoi il n'y a pas que de notes dans le thème. En tout cas voilà, il y a comme ça une espèce de force aussi de l'utilisation de la musique. Et c'est là où on sent que Spielberg est aussi très fort dans ses choix de collaborateurs, parce que John Williams c'est quelqu'un qui vient aussi du vieux Hollywood et quelqu'un qui est pas du tout dans le blockbuster. Voilà. Oui. Je me permets juste de mentionner que le New Yorker vient de m'envoyer un mail qui dit Why Jaws still has bite. Donc c'est vraiment. Pourquoi les dents de la mer ont toujours du mordant. Exactement. Et c'est sur cette question qu'on va clore cet épisode de La Perche est à la plage. Donc voilà, revoyez les dents de la mer, vous voyez-le, découvrez-le, n'ayez pas peur. Le requin est en plastique, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de requin dans la Méditerranée pour l'instant.